Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de nos webinaires éducation. Chez BIMP Éducation Groupe LDLC, on vous propose le mercredi autour d'un petit café, d'un petit thé, de ce que vous voulez. On est bien, on est ensemble, on se retrouve. Ça me fait très plaisir de vous retrouver tous les mercredis comme ça et de discuter éducation, pédagogie et le lien que peut avoir la technologie avec la pédagogie. C'est un peu l'objectif, effectivement, de nos petites causeries du mercredi. Donc, je suis, comme je vous le disais, ravi de vous retrouver. On va parler d'un sujet qui est important, qui est important à tous les niveaux scolaires, du premier degré jusqu'au secondaire, voire même dans le supérieur. On va parler aujourd'hui d'accessibilité. Alors, on avait déjà parlé l'année dernière d'accessibilité avec notre ami formateur Richard, qui avait présenté plein d'outils très intéressants pour l'accessibilité. On va continuer aujourd'hui avec Stéphane. Salut Stéphane. Salut Cédric, bonjour à tous. Donc Stéphane, bienvenue. Toi, tu es professeur des écoles et formateur, hein, ex aussi formateur Canopé. Tu vas nous parler aujourd'hui de l'accessibilité et plus particulièrement des fonctionnalités natives de l'iPad en accessibilité, puisque bah, c'est vrai qu'elles sont plutôt méconnues et pourtant extrêmement nombreuses. Et donc l'accessibilité, ça aide, ces options-là d'accessibilité, ça aide les élèves, et pas que les élèves d'ailleurs, ça aide n'importe qui aurait des difficultés, des difficultés visuelles, des difficultés auditives ou motrices. Et on va voir justement comment on peut tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités pardon, d'accessibilité pour le bien de tous. Je rappelle que vous pouvez interagir. Alors, pour des raisons d'organisation, effectivement, votre caméra et votre micro sont pour le moment désactivés, mais bien entendu, si vous voulez nous solliciter et parler, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit message dans le chat et vous pouvez de toute façon à tout moment poser des questions, interagir avec Stéphane, avec moi aussi. Moi, je me chargerai justement, pendant la présentation de Stéphane, je me chargerai de relayer toutes les questions que vous pourrez poser. Donc, n'hésitez pas à tout moment pour intervenir, pour interagir. Je vous souhaite la bienvenue et bah, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Stéphane. À toi. Merci Cédric, oui, oui, effectivement, je suis professeur des écoles dans le sud de la France, à côté de Toulouse, également formateur numérique, ex-Canopé en effet. Juste pour préciser ce mot accessibilité avant d'introduire la partie iPad, juste l'intérêt de l'accessibilité, c'est précisément d'avoir une vue systémique en fait de l'environnement qui constitue l'environnement de l'élève. Et donc, ça va être distinct de ce qu'on va appeler la compensation. Actuellement, d'une manière générale dans l'éducation, on a plutôt tendance à compenser, c'est-à-dire à compenser des difficultés individuelles sur chaque élève. Là, l'accessibilité, c'est justement de se dire qu'un environnement doit être perçu comme étant accessible par n'importe qui, sans jugement de valeur, ni en bien ni en mal. En ce sens, l'accessibilité dans l'environnement macOS et aussi iPadOS, et aujourd'hui on regardera justement sur iPadOS, est conçu de manière systémique. C'est-à-dire que c'est tout l'appareil qui dispose de possibilités d'accessibilité. Et les applications ensuite vont se poser elles-mêmes par-dessus ce fonctionnement. Donc là, on n'est plus du tout sur de la compensation, mais on va être sur de l'accessibilité, justement, dans la plus pure signification de ce mot. Alors, j'ai choisi en effet, Cédric, de te proposer, de proposer aux collègues une vue des outils qui sont intégrés dans le menu d'accessibilité d'iPad, et vous verrez qu'elles sont excessivement nombreuses. Je vais en choisir quelques-unes, on verra comment ça s'organise. Alors, pour commencer, d'abord, les outils d'accessibilité directement intégrés à la tablette. Alors, organisé sous la forme de besoins. Voilà, on va partir des besoins des groupes de besoins, des besoins des élèves. C'est un peu d'actualité, justement, mais Mhm. toujours en gardant un petit peu l'aspect systémique de l'accessibilité. Et en commençant par celui-là, quels sont les outils ou des outils qui me permettent de mieux voir,
ou de mieux lire quand un besoin s'en ressent de ce point de vue-là. Eh bien, on peut y penser naturellement, on va y penser, hein, spontanément, on va avoir tendance à grandir le texte, à afficher tout ça. Oui, mais comment? Comment faire? Regardons comment ça se passe. Alors, je vous le montrerai ensuite directement sur l'iPad, mais peut-être vous montrer d'abord quelques captures d'écran de ces menus-là. Ça s'appelle un menu Vision, le menu Vision et affichage du texte. Ensuite, on regardera Zoom et Loop, puis contenu énoncé. Je vous montre peut-être directement sur l'iPad ce que ça peut donner et on regarde ça tout de suite. Je vais agrandir mon écran un peu. Là, vous avez une vue sur mon iPad. Parfait. Voilà. Alors, attends, je vais peut-être pas le mettre en entier comme ça. Je vais l'agrandir un peu. Voilà, là, c'est pas mal. Là. Est-ce qu'on Ouais, voit bien, c'était bien. Cédric? Ouais, mais c'était bien. Tu pouvais l'agrandir. Ouais, ça ne dérangeait pas, hein, au contraire. C'est pour que je puisse avoir une vue sur le Ah, ok. Geniali Ok. aussi, tu vois. Ok. Ouais, je comprends. Ah zut, hop, ça, il est reparti. Hop, il le voilà. Voilà, comme ça, peut-être, c'est mieux? Parfait. Voilà, très bien. Donc, je le disais, affichage et taille du texte, zoom et loop et contenu énoncé. On va regarder comment ça fonctionne. Alors, justement, hein, dans le menu réglage, je vais peut-être vous remontrer. Hein, le menu réglage, c'est bien sûr le menu qu'on aperçoit ici, hein, la petite roue crantée. Quand je clique dedans, je vais avoir plein de choses. Plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et notamment, dans un menu un petit peu sur la gauche, là, vous voyez le menu déroulant, on aperçoit accessibilité ici. Retenez bien cette icône parce que c'est celui-là qu'on trouvera partout dans les accessibilités, que ce soit sur macOS ou sur iPad. Et quand je clique dedans, d'abord, on va dérouler. Alors, je reviendrai peut-être dans une minute hein, sur le menu pour mieux voir et pour mieux lire, mais vous montrer que c'est organisé en fonction de besoins. D'abord, sous un angle dit de vision, où on va trouver tout ce qui va être capable, disons, de m'aider à mieux lire ou à mieux voir. Et on survolera certains et on ira un petit peu plus profondément sur d'autres. Vous avez un autre menu qui va être axé sur ce qu'on va appeler la physique, les problématiques physiques pardon, et motricité, donc le toucher, le contrôle vocal, des choses sur lesquelles on va agir vraiment précisément. Et la partie audition aussi, on ne le sait peut-être pas assez, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi du point de vue de ces difficultés que pourraient avoir certains élèves ou même certains enseignants. Hein. J'en discutais justement avec un enseignant hier qui avait besoin, justement, qui avait des problématiques de vue. Et puis énonciation, alors parole en direct ou en général, voilà des choses qui vont être un petit peu plus généralistes. Alors, je le disais, on s'intéresse à Vision particulièrement, et d'abord avec l'affichage et la taille du texte. Vous le voyez dans l'onglet Vision qu'on aperçoit ici, vous avez l'affichage et la taille du texte. Et là, vous avez pas mal de choses déjà hein, qui sont très importantes. Le texte en gras, on l'aperçoit, vous voyez que naturellement, ça va permettre de voir plus précisément ce qu'on peut faire. On peut agrandir aussi la police à travers un curseur. Et on le voit même sur, vous voyez que là, déjà, c'est pas mal. Alors, il faut faire attention à manœuvrer ces outils pardon, avec parcimonie parce qu'on peut avoir tendance à en rajouter beaucoup et ça peut devenir illisible. Donc, comme dirait ma grand-mère, point trop n'en faut. Et ma grand-mère Ouais, était quelqu'un de très sage. ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, c'est la sagesse qui parle. Les boutons avec contour, alors on l'aperçoit, en fait, ça va permettre d'axer l'attention sur tout ou partie de l'écran. Et là, vous voyez par exemple, vous voyez que le sous-menu accessibilité qu'on voit ici, il va être souligné. Donc, ça va aussi contourer, ça va détourer aussi les titres. Donc, ça permet de bien les visualiser. J'active ou j'active pas, encore une fois. Hein. L'accessibilité, c'est chacun va avoir des possibilités qui lui sont propres. Et donc, on pourra aussi créer des profils en fonction des élèves. Réduire la transparence aussi, augmenter le contraste, différencier son couleur. Vous voyez que là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être intéressons-nous rapidement. Alors, sur la taille du texte et sur l'affichage, je viens de le montrer, mais l'inversion de couleur, on en parlait, Cédric, hein, tu te souviens, il peut y avoir des difficultés qui seraient liées à la vision, au daltonisme. Et vous savez que peut-être qu'il y a plusieurs types de daltonisme. Il n'y a pas que celui qui voit en couleur ou en noir et blanc. Évidemment, c'est un poil plus complexe que ça. Donc, on va avoir différentes choses comme ça. Là, on est sur de l'inversion classique.
Ça veut dire qu'on va inverser toutes les couleurs de l'écran. L'inversion intelligente, elle va faire attention à inverser tout, mais pas tout exactement. Les contenus multimédia et certaines apps vont pas forcément être inversés de la même manière. On l'aperçoit ici. Pour l'instant, c'est la même chose, mais si je vais développer mon iPad, je vais utiliser mon iPad d'autres manières, bah, les images pourront être dans les bonnes couleurs. Voilà. Donc, ça peut être aussi à utiliser. Dans les filtres de couleurs, vous voyez que là, on peut utiliser aussi les différents filtres. Et là, on va voir justement les fameuses difficultés liées au daltonisme. Vous voyez, alors là, il y a des noms que des spécialistes pourront connaître, hein, les protanopies, deutéranopies, tritanopies, etc. On peut varier l'intensité aussi et puis le faire soi-même. Vous voyez que là, on a toutes les palettes de couleurs et choisir le filtre qui pourrait correspondre justement à ce qu'on a envie de proposer aux élèves ou pas. Et donc là, on est dans les difficultés de type daltonisme. Et puis, comme toujours, on peut varier l'intensité. C'est pas on-off. Effectivement, on peut avoir un élève qui a des difficultés de ce genre, mais très faibles, et puis un autre qui va avoir besoin, lui, un peu plus que ça. Et ben voilà, on peut aussi varier ces adaptations, hein, ces compensations dans le menu accessibilité de cette manière-là. La luminosité automatique, elle est intéressante à utiliser, mais elle peut aussi parfois poser problème parce que la luminosité automatique, c'est justement s'adapter. Alors, là, on le voit ici du point de vue de la batterie, mais pas que. C'est aussi à l'ambiance lumineuse qu'on a dans la classe. Et en fonction des éclairages qu'on a dans la classe, ça peut être soit surlumineux sur l'écran, soit sous-lumineux sur l'écran. Et donc là, c'est intéressant de pouvoir savoir où ça se trouve, ça. Pour éventuellement l'enlever. La question de la batterie pour un élève, à la limite, on va presque pas se poser la question. Voilà, parce que il faut que l'usage soit maintenant et tout de suite. Et en principe, si on a bien fait les choses, on a un tout petit peu anticipé. Et les tablettes, elles sont pleine charge quand on travaille avec les élèves. Sinon, on a un mot dans le carnet. Sinon, on met un mot dans le carnet, exactement, exactement. Alors, Zoom, je le disais, hein, Zoom et Loop. Ah, voilà un truc intéressant à distinguer, Zoom et Loop. Le Zoom, ça va être justement faire évoluer. Vous voyez, alors on ne l'aperçoit pas ici, peut-être. Non, on ne l'aperçoit pas en AirPlay. Ouais. Ouais. Ouais, la Alors, je vais vous le rediffusion décrire. fait qu'on ne peut pas la voir. C'est directement sur l'écran, en fait. Ouais, c'est ça. Je vais vous le décrire. Le zoom, c'est en fait une espèce de cadre qu'on va pouvoir agrandir et déplacer comme on le déplacerait à la limite avec une loupe, mais ça va se déplacer sur les parties de l'écran et agrandir ce qui est présent sur l'écran de la tablette. À l'inverse, par contre, on va avoir aussi la loupe. Et la loupe, hop là, je vais revenir un peu en arrière. Voilà, la loupe. La loupe, c'est un petit peu différent. Alors, la loupe, c'est justement utiliser les possibilités de l'iPad. S'il veut bien me la montrer. Voilà, on va la remettre ici. Elle est ici. Hop là. Je la retrouve plus. L'autre chose. Alors, la loupe, elle est dans. Je cherche aussi. Ouais. Alors, la loupe, je vais peut-être préciser pendant ce temps. Alors, attends, à moins que ce soit sans l'axe. Ah non, c'est l'application, pardon, je dis bêtise. C'est une application. Oui, c'est ça, c'est l'application, Loop, pardon. Voilà, je me suis vrai, mélangé c'est les pour ça. pinceaux. Non, mais moi aussi, hein, ouais, j'étais tellement dans les réglages que. Oui, voilà, pardon. Excusez-moi pour ce petit intermède. Donc, la loupe, c'est une application. Ce qui est dommage d'ailleurs, c'est de ne pas la mettre dans les réglages, je trouve ça un petit peu dommage. Mais parce que cette application, en fait, elle va être très distincte de ce qu'on va utiliser sur le Zoom. Vous le voyez, hein, je vous le laisse pour l'instant voilà, observer l'icône qui est là. Elle n'est pas forcément installée par défaut sur les iPads. Donc, vous pouvez l'installer dans l'App Store. Elle est gratuite. C'est une application d'origine Apple, donc elle est certifiée, il n'y a aucun souci. Et en fait, elle va avoir pour objectif d'utiliser les capacités optiques de votre appareil et ensuite d'ajouter un traitement spécifique. Et vous allez voir que c'est plutôt très impressionnant sur l'utilisation. Donc là, on aperçoit un loop, je vais voir un petit peu, et vous voyez que là, je vais utiliser le curseur, et elle va corriger
au fur et à mesure, plus que ce que pourrait le faire le capteur. Et si je veux une photo de ça, alors évidemment, plus on zoome, plus ça bouge. Vous avez vu le rond qui est là. Je vais capturer. Et maintenant, j'ai une photo et je peux vous la montrer. Voilà, là, tout en haut à droite, vous avez les possibilités de partage, comme d'habitude. Enregistrer l'image ou la partager en AirDrop. On va justement parler du AirDrop tout à l'heure, qui est essentiel. On peut aussi varier, bien sûr, la lumière. Ça, c'est la loupe. On peut aussi, dans les différents réglages, activer par défaut les curseurs que je viens de développer. Et voilà, et copier l'image, dupliquer l'image aussi sur un autre écran. Ce qu'on aperçoit ici, c'est la duplication d'image. Je ne vais pas le faire parce que sinon, ça va couper. Voilà, ça, c'est la loupe. Et franchement, c'est un. Alors, on pourrait se dire, je peux faire ça avec l'appareil photo. En fait, oui et non. Non. L'appareil photo ne va pas avoir les mêmes capacités logicielles. Le capteur est le même, c'est celui de l'appareil photo. D'ailleurs, c'est le capteur arrière de la tablette. Mais les possibilités logicielles sont différentes. Il y a un traitement logiciel qui est appliqué à votre photo, à votre contenu, et qui va être beaucoup plus précis que ce que va faire l'appareil photo. Donc, c'est un excellent outil. Donc, je résume, la loupe pour l'extérieur, le zoom pour l'intérieur de la tablette. Revenons sur notre menu. Alors voilà, tu vois que j'avais vu, il y a des raccourcis images, des inversions de couleurs qui apparaissent, parce que mes icônes, ils n'ont pas la même couleur que d'habitude. Ouais. Je les ai pas mis, je les ai pas mis comme ça. Je voulais vous parler aussi de contenu énoncé. Vous l'apercevez dans Vision. Comme son nom l'indique, l'objectif, ça va être d'énoncer un texte que je vais faire apparaître simplement, par exemple, dans mes notes. Alors, comme ce n'est pas les mêmes couleurs que d'habitude, je suis un peu perdu. Voilà. Et Si, ça, tu les as à gauche, les notes. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est bon. Ouais, ça m'a tout changé. Alors, je vais par exemple, alors la Maison Rouge, on va essayer ça, tiens. Vous avez un texte. Donc, l'idée du texte, c'est d'abord le sélectionner. Je double-clique dessus, puis j'agrandis ma zone en fonction de ce que j'ai envie de lire. Et là, vous apercevez tout un menu. Pour l'instant, on ne voit rien qui me concerne l'énonciation. Mais si on déplie la flèche qui est tout au bout, ici, celle-ci, on va voir apparaître, encore un peu plus loin, un bouton énoncer. Et ce bouton énoncer, la Maison Rouge est vraiment jolie. Voilà, va me permettre d'énoncer le texte. Donc, ça, c'est intéressant pour des élèves qui auraient des difficultés d'écriture, pour vérifier que ce que j'écris est dit comme ayant du sens. Parce qu'évidemment, si j'enlève le on, là, par exemple, ça va carrément changer le sens de ma phrase. Et donc, c'est intéressant pour l'élève qui écrit de savoir immédiatement, d'avoir une rétroaction immédiate sur ce qu'il fait. Et de voir que ce qu'il a écrit correspond à quelque chose de vraiment compréhensible par l'enseignant. Et à la limite, on ne va pas parler forcément d'orthographe. L'orthographe, oui, mais dans une certaine mesure. J'aurais pu très bien enlever le E à joli, ça fonctionnait quand même. Du point de vue, en tout cas, du sens de lecture. Évidemment, la partie orthographe, quand on est dyslexique, cette partie-là, elle va être à juger, à jauger même, avec discrétion, de toute façon. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie contenu énoncé, mieux voir et mieux lire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'interrompre. Oui, n'hésitez pas, comme toujours, vous interagissez, n'hésitez pas. Mieux voir, mieux lire. Ensuite, maintenant, autre partie, mieux manipuler la tablette ou écrire, tout simplement. Et là, vous avez dans la partie menu, on va revenir sur mon histoire de menu. Hop là, on va finir par avoir le vomi. Ouais, non, tout va bien. Alors, hop là, les couleurs sont pas les bonnes. Ouais, c'est pas grave. On sait que tu as réglé. Ouais, d'ailleurs, je vais l'enlever. C'est marrant que ça ait touché. Ah, voilà. Filtre de couleurs. Merci, j'ai enlevé les couleurs.
Bon, ça va, Voilà. on ne voit pas trop les différences. Ça Le va. menu d'accès, alors le menu d'accès rapide, c'est ce qu'on appelle le menu Assistive Touch. On va le voir ici. Alors, il est, je ne sais jamais où il est là. C'est dans toucher, normalement. Ouais, c'est ça, c'est dans toucher, pardon. Ici, voilà, merci. Dans le toucher, vous avez un menu qui s'appelle Assistive Touch. Et ce menu-là, quand il est activé, il va vous permettre d'activer, on le voit ici apparaître, un bouton qui s'apparente un peu au bouton Home, le bouton rond qu'on a sur les iPads. En fait, c'est un bouton qu'on va activer. Vous voyez il se cache un petit peu quand il n'est pas utilisé, mais quand il est utilisé, voilà, il apparaît un peu plus distinctement. Et dans ce bouton, on va pouvoir afficher des options. Par exemple, utiliser l'appareil photo direct. Donc, c'est vraiment un outil, disons, de raccourci, en quelque sorte, que l'on va pouvoir paramétrer aussi. Alors, par exemple, l'appareil photo, accéder au centre de notification, centre de contrôle. Et ça, je peux le paramétrer dans le menu qui se trouve ici, très distinctement. Vous voyez qu'il est très complet. Hein. Ouais, c'est en haut, personnaliser le menu parents. Oui, mais simplement pour montrer qu'il y a aussi oui. les actions. Là, c'est personnaliser ce menu et puis les différentes actions, gestes personnalisés. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est de voir les différents gestes qu'il y a. Alors, ces gestes-là, on peut considérer que ce serait adapté à des enfants ou même des adultes qui auraient des difficultés sur certains gestes de motricité fine, par exemple, être capable d'utiliser les deux doigts pour, tiens, on va tester celui-là, pour développer un menu, par exemple. Hein. Les deux doigts, souvent, c'est pour ce qu'on appelle scroller pour les initiés, c'est-à-dire déplier un menu. Et vous voyez que là, j'utilise les deux doigts. J'utilise un seul doigt, mais pour faire une action que je peux faire avec deux doigts aussi. Donc voilà, ça, c'est intéressant à connaître. Je ne vais pas trop le développer, mais sachez que c'est entièrement personnalisable dans le menu qu'on va trouver ici. Donc d'abord, effectivement, le menu parent, c'est-à-dire le menu que je viens de montrer ici. On l'aperçoit en haut ici. Et puis les différentes actions personnalisées. Alors vous avez vu que par exemple sur le double toucher, j'avais précisé que si je double-clique, eh bien ça va activer l'appareil photo. Voilà, ce qui va permettre à l'usager en tout cas de pas forcément aller chercher où se trouve l'appareil photo. Est-ce que je reconnais bien l'icône dédiée. Donc là, on peut être aussi sur une question de vision, hein, puisque je ne connais pas forcément l'appareil photo, mais je sais que si je clique deux fois, ça va me permettre de faire apparaître l'appareil photo. Donc vous voyez que là, on est sur quelque chose d'extrêmement personnalisé. Ouais, ça crée des raccourcis intéressants et même ça peut être utilisé de manière temporaire. Moi, j'ai eu le cas avec un de mes élèves il y a un moment qui s'était cassé en fait une partie de la main et effectivement, il n'y avait plus qu'un doigt qui était disponible. Et Assistive Touch, c'était génial pour lui parce que tous les gestes un peu compliqués, déjà le fait d'appuyer sur le bouton Home de l'iPad, ça, il ne pouvait pas le faire parce qu'il ne pouvait pas appuyer. Mais par contre, appuyer sur un écran tactile, c'était beaucoup plus doux, en fait. Et comme ça, il pouvait faire tous les gestes à deux doigts, trois doigts, glisser, etc., simplement avec l'Assistive Touch. C'est vraiment très, très pratique, en fait, cette fonctionnalité. Et c'est facile à configurer et à personnaliser, même à titre individuel, on peut l'utiliser. À noter quand même que la plupart des fonctionnalités d'accessibilité que tu montres, Stéphane, sont aussi accessibles si vous avez un iPhone, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est valable aussi sur un téléphone. Donc, pensez-y si parfois vous avez, vous aussi, même dans votre entourage, des gens qui auraient besoin, en fait, de ces fonctions-là. Allez, je te Ce qui relaisse est... ta parole. Oui, mais c'est ça, hein, mais tu as bien fait de le préciser parce qu'en fait, c'est ce que je disais, c'est le côté systémique en fait de l'environnement accessibilité d'Apple, c'est que c'est conçu dans l'ADN de l'appareil et ce depuis très 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 longtemps. C'est Ouais. pour ça que dans les environnements macOS et iPadOS et iOS, c'est-à-dire sur les iPhones, on va retrouver quasiment les mêmes dispositions d'accessibilité à ceci près qu'il y a parfois des possibilités matérielles supplémentaires à certains appareils. Les iPhones sont généralement un peu plus performants ou les iPad Pro sont généralement un peu plus performants. Ils ont des caméras un peu spécifiques, etc. Donc, par exemple, sur l'iPhone, on va pouvoir faire un peu plus de réalité augmentée qu'on ne fera pas forcément sur un iPad.
Fin de la parenthèse. Dictée et reconnaissance vocale. Alors là, je vais peut-être l'enlever, mon Assistive Touch. Ah oui, pardon. Petite parenthèse sur l'Assistive Touch. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est qu'il a été longtemps utilisé pour compenser le bouton Home défectueux. Je le dis entre parenthèses. Oui, c'est vrai que ouais, ça peut être pas mal ça. Si votre bouton Home ne marche pas, plutôt que d'aller dépenser la moitié d'un iPad pour changer le bouton Home, vous déclenchez l'Assistive Touch et ça vous remplacera le bouton Home. Fin de la parenthèse. Et On a ouais. eu beaucoup de soucis sur les boutons Home à une époque. Ah bah oui, je me souviens. Oui, ouais, effectivement. Alors, la dictée vocale. Je ne sais pas si vous connaissez bien ce truc-là, mais alors c'est juste incroyable. Honnêtement, je ne sais pas je sais pas comment je faisais avant de le connaître. La dictée vocale, ça permet à la fois de raccourcir une saisie, mais aussi de faciliter cette saisie. Je pense à l'élève justement qui a des difficultés de type praxis ou qui a des problématiques d'orthographe, mais qui s'exprime en même temps très bien. On va lui permettre de saisir du texte directement. Alors la condition, c'est de lui apprendre à le faire. On n'est pas obligé non plus de le faire en mode robot, hein. La maison rouge est vraiment jolie. On n'est pas obligé de parler comme ça. Un langage naturel à peu près articulé suffit largement. Et on va y associer aussi les signes de ponctuation qu'on va dicter. Je vous montre. Alors, je vous montre aussi comment le déclencher. En bas, vous voyez qu'on aperçoit ici. Alors, moi, je suis sur un. Je vais peut-être vous montrer là-dessus directement. Afficher le clavier. J'ai un clavier externe. Quand on affiche le clavier que voici, en bas à côté de la barre espace, on aperçoit le petit micro. Ce petit micro est activé dans les menus réglages. On verra comment l'activer si besoin, s'il est parfois désactivé. Donc, je vous montrerai comment faire pour l'activer. Quand j'appuie dessus, on va voir ce qui se passe. Bonjour à tous, virgule, à la ligne. C'est une jolie formation, point, dans laquelle un travail d'équipe est nécessaire et primordial. Point à la ligne. Et voilà, en direct, ça a bien fonctionné. Je vérifie quand même l'orthographe. Alors, on peut se positionner du point de vue justement de l'usager, pour ne pas dire l'adulte ou l'élève, qui avait des besoins de préciser si ce qu'il a écrit, parce qu'il a toujours cette problématique de lecture, si ce qu'il a écrit a du sens. Eh ben, il a d'abord fait sa dictée vocale, maintenant il va faire son énonciation. Bonjour à tous, c'est une jolie formation, dans laquelle un travail d'équipe est nécessaire et primordial. Ah, alors, l'orthographe, vous avez vu que sur le point de vue du sens, en tout cas du point de vue oral, ça fonctionne. Il y a évidemment des petites erreurs qu'on peut constater. Par exemple, le D majuscule, qui n'a pas une énorme incidence du point de vue du sens. Le est, c'est un tout petit peu différent. Voilà. Mais pourtant, du point de vue de l'écoute, vous voyez que ça fonctionnait. De temps en temps, il y a ce genre de petites choses. Maintenant, ça ne nécessite pas, comme je le disais, un travail d'énonciation extrêmement articulé, voire quasiment pas naturel. Pour l'anecdote, c'est une partie qui a été achetée par Apple à une société spécialisée dans l'adaptation, dans l'accessibilité orale, qui s'appelait Dragon Naturally Speaking, qui est un outil extrêmement performant qui existe aussi à part entière. Mais ils ont acheté une partie justement de ces droits pour pouvoir l'intégrer nativement dans les tablettes et depuis, ils l'ont amélioré. La base de données fonctionne même hors ligne. C'est extrêmement performant. Ça fonctionne nickel et ça permet aussi non seulement de gagner du temps, mais aussi de faciliter la saisie de texte et la lecture de texte aussi. Je vois Mathieu dans les commentaires qui dit que, effectivement, à juste titre, hein, ça fonctionne aussi si on ne précise pas la ponctuation. Ça, c'est bon à savoir aussi. Oui, si on arrive à bien donner la bonne intonation à l'oral, effectivement, on n'est pas obligé de la préciser, ça marchera aussi. Alors, dans les mises à jour récentes, oui. Dans les mises à jour récentes, ça fonctionne pas mal, on peut essayer. Alors, sur le à la ligne, ça ne fonctionnera pas, par contre. Bien sûr. Bonjour à tous. C'est une jolie formation dans laquelle un travail d'équipe est nécessaire et primordial.
voyez que là, il y a les problématiques de mise à la ligne qui fonctionnent. Le D du dent est un peu mieux écrit que tout à l'heure. Et on a toujours le « est ». Alors, ça doit être ma Ouais. prononciation qui doit Mais pas c'est être… ton accent du Sud, ça. C'est pour ça. Tu crois que c'est mon accent du Sud qui est… C'est l'accent du Sud. C'est C'est pour mon ça. accent du Sud. Bon, ma phrase, elle est complètement inutile et sans intérêt, mais elle fonctionne. Alors, l'assistant vocal, pour ne pas le nommer, Siri. Siri, c'est la même chose que vous avez certainement entendu les Alexa ou les Google Home ou voilà, dis Google. Enfin, je crois que c'est OK Google. Et là, c'est dis Siri et ça fonctionne aussi de manière très très performante. Il y a mon téléphone qui se déclenche à côté. Alors, l'idée du Siri, c'est de donner des consignes à l'iPad pour qu'il fasse des choses à votre place, comme par exemple ouvrir une application, déclencher une application, écrire un texte, chercher, alors écrire un texte de manière un peu plus distincte, mais chercher une information sur Internet, la météo, etc. Mais surtout, moi, ce que je vais voir, c'est un ensemble d'actions qu'on va pouvoir décliner assez facilement. Alors, la différence avec le concurrent, l'autre environnement de tablette, c'est que ça va fonctionner aussi sur des applications tierces de manière très performante. C'est-à-dire que je vais pouvoir déclencher une application qui n'est pas une application de l'environnement Apple natif sans problème. On peut essayer par exemple avec, qu'est-ce qu'on pourrait voir, ouvre l'application Amazon Photo. Allez, on va essayer. Ouvre l'application Amazon Photo. Alors là, je l'ai coupé. On va laisser l'écriture. Je peux l'écrire aussi, les consignes. Hein. Là, je n'avais pas déclenché le son. Et vous voyez qu'il il vous ouvre l'application. Alors là, j'ai utilisé par écrit parce que c'était pour des questions de son dans une classe. Parfois, on peut avoir beaucoup de perturbations sonores. Donc, pour éviter ça, je l'avais permis de l'écrire. Sur les iPads, il va se déclencher avec le bouton Home qu'on va laisser appuyer. Et donc, ça, c'est des paramétrages que je peux avoir aussi dans les réglages. Voilà. Tu es toujours là? Oui, Toujours là, Cédric? ouais. Ah oui, Toujours parce que là, je je te voyais… laissais la scène. Ouais. Je voulais… Je suis bien là. D'accord, ok. Voilà pour l'assistant vocal. Remplacer certains gestes par du toucher simple, c'est ce que je viens de montrer ici. Et le contrôle vocal, c'est un tout petit peu différent. On va le trouver dans l'accessibilité aussi. Dans physique et motricité. Et là, l'idée, c'est de permettre de contrôler l'appareil iOS avec la voix, même pendant les appels. Et ça ne va pas forcément contrôler l'ensemble de l'appareil, mais certaines applications directement de manière plus fonctionnelle dans l'appareil lui-même. Et là, c'est un vrai outil d'accessibilité que je peux paramétrer. J'étais en train de vous le montrer, mais sans vous le montrer. Le voici, je vais peut-être remontrer. Il se trouve dans physique et motricité et on l'a ici. Et là, on peut non seulement changer la langue, voilà, et télécharger des langues bien particulières, paramétrer certaines commandes, comme les gestes avancés, la dictée, la navigation dans le texte, et puis faire afficher certaines commandes, comme afficher une confirmation, faire sonner, etc. Alors, s'agissant du vocabulaire, c'est justement importer ou ajouter du vocabulaire précis qu'on souhaiterait faire apparaître dans le fonctionnement de la tablette. Donc là, vous voyez que c'est un outil d'accessibilité qui est naturellement intégré à la tablette et distinct de Siri, qui lui va être un outil d'usage, plutôt d'utilisation de manière assez globale, disons, de l'appareil, et un peu moins précis, et en tout cas moins paramétrable que tel qu'on le voit ici. Voilà pour cette partie mieux manipuler la tablette et mieux écrire. Hop là, je reviens un petit peu en arrière. Alors sur les parties justement audition, peut-être vous montrer celui-là, VoiceOver, alors VoiceOver, c'est plutôt pour entendre ce qui normalement
se voit et on reprend contenu énoncé. Contenu énoncé est aussi un outil qu'on peut utiliser dans ce cadre-là. Mais VoiceOver, on le trouvera également dans accessibilité un tout petit peu plus haut. Vous l'apercevez ici. Et alors, VoiceOver, c'est un outil incroyable, extrêmement performant pour les difficultés visuelles, pour les malvoyants ou les non-voyants. Quand on l'active, il va avoir pour objectif de dire tout ce qui se passe au fur et à mesure. Attention, si vous l'activez, il faut d'abord savoir comment ça marche, parce qu'il faut être capable de pouvoir le désactiver. Sinon, votre tablette, elle est ingérable pour quand on est, en tout cas, pas dans ce type de besoin. Alors, avant que je l'active, peut-être préciser qu'on va avoir tous les paramétrages, comme d'habitude, à chaque fois. On a le même type, d'ailleurs, de signe dans la manière de le paramétrer. Vous voyez que là, on a la petite tortue et le petit lapin pour dire « je parle de plus en plus vite ». Si je l'active, VoiceOver activé. Paysage. Bouton principal à droite. Réglages. Accessibilité. Bouton de retour. ça parle un peu Débit vite. vocal. 60%. Débit vocal. 60%. Ajustable. Débit vocal. 60%. Ajustable. Débit vocal. 60%. Ajustable. Bouton. Là, on comprend mieux ce que tu disais sur faire attention à l'utiliser Voilà. VoiceOver. Exactement. Là, j'arrivais Bah pas à oui. changer le débit là. Débit Bah vocal. oui, bien sûr. Ouais. VoiceOver. Débit vocal. 60%. Voilà. Débit vocal. C'est bon. 60%. Ajustable. Débit vocal. J'arrive pas à 60%. l'enlever. Débit vocal. Et- 60%. ouais, c'est le piège, ouais. Voilà. Laurent nous dit c'est le piège, bah oui. Eh ouais, VoiceOver, Et pourtant, je peux vous dire que je m'entraîne régulièrement pour ne pas avoir ce type de truc. Voilà. Donc, c'est simplement une fois pour sélectionner l'élément et 2 fois pour activer l'élément choisi. Le débit vocal, j'ai eu du mal à l'activer. D'habitude, j'y arrive. Bon. T'as Loïs nous fait merci à tous, c'est la fin de ce webinaire. Excellent. Non, j'ai encore d'autres trucs à vous dire. Voilà, on peut donc activer plein de choses, le paramétrer. C'est pour ça qu'en général, je ne rentre pas trop dans le détail de VoiceOver, mais sachez que ça existe et c'est plutôt assez performant. Ouais, Mathieu nous dit, alors plus sérieusement, que ouais, c'est très pratique pour lire des livres ou des articles web aussi. Ouais, c'est vrai. Oui. Pour ce qui est des articles web, on en parlera juste après, justement, avec Safari. Alors, dans la partie mieux entendre et voir ce qu'on n'entend pas, sachez qu'il est possible de jumeler des appareils qui existent dans le commerce et qui sont extérieurs à la tablette et qui vous permettent disons, d'exporter certaines possibilités ou de jumeler certaines possibilités d'un appareil avec l'iPad pour faciliter justement la lecture de ce qui va se passer sur un iPad. Donc, les appareils dits auditifs peuvent être connectés, quand c'est possible, par Bluetooth aux tablettes. Et dans les parties réglages, accessibilité et appareils auditifs, eh bien, on va avoir des possibilités supplémentaires. Il y a également une possibilité qui est intéressante aussi, c'est la reconnaissance de son. On l'a testé justement dans des formations dans le Tarn, justement pas très loin d'ici, avec des gens qui étaient malentendants. Et on l'a testé sur des sons, des sons, disons, communs. Donc, par exemple, l'appareil va être capable de reconnaître une alarme sonore liée à un incendie. Il va être capable de reconnaître une sirène spécifique, un animal, le chien qui aboie parce qu'il a faim ou il a soif, peu importe. Pareil pour les pleurs de bébé. Donc, on imagine bien que quand on est malentendant ou pas entendant du tout, on va avoir des difficultés de ce point de vue-là si on n'est pas forcément appareillé. De ce point de vue, l'appareil va pouvoir vous afficher des alertes qui vont vous permettre de reconnaître les sons. Et a priori, Dixit, les gens avec qui on l'avait essayé, ça fonctionne plutôt bien. Et puisqu'on parlait de lecture d'écran, on peut peut-être s'attarder 1 minute sur la lecture d'écran sur Safari. Oui, ouais. Voilà, je vais mettre, allez, on va mettre Wikipédia. Voilà, l'encyclopédie libre. La Tour Eiffel, admettons.
Et vous voyez que déjà, quand on est sur Wikipédia, même Wikipédia qui pourtant est un outil très performant, il y a beaucoup de choses qui pourraient être difficiles à lire pour un enfant qui aurait des difficultés visuelles. D'abord, il y a le blanc, le fond blanc qui peut être difficile à lire, mais également toutes les perturbations, les biais qu'il pourrait y avoir à droite, à gauche. Vous avez en haut de l'écran, je ne sais pas si vous l'apercevez bien, un petit... Ouais. on l'aperçoit bien? Oui, oui, ouais, ouais. Un petit icône, là, une petite icône d'ailleurs, on dit, qui est le mode Ah, tu peux dire un. lecteur. Hmm. Pardon? Non, tu peux dire un, en fait. Ouais, les deux Oui, en s'acceptent informatique, on pour peut les dire les deux. icônes Ouais. d'informatique, ouais. Ouais. C'est vrai. Les petits Euh, détails. ça nous a posé problème pour briller entre amis, on peut poser ce genre de débat. Voilà, c'est Sur- ça. Alors, ça s'appelle le mode lecteur. Et ce mode lecteur, il est, vous voyez que là, je l'affiche et je peux, hop là, afficher, juste virer, enlever tout ce qui pose problème. Euh, Hop là, ce que je voulais faire, c'était le. Alors là, il me. Ouais, mais L'énonciation. tu vois. Ouais, mais il n'y a plus les. Ah voilà. Hop là. Non, il me le propose plus vite. Tu vois, t'as pas les paramétrages habituels. Mais tu es sur l'iPad ou tu es sur ton Mac, là? Ah, mais je suis sur le Mac, oui, c'est pour Voilà ça. pourquoi. Ouais, c'est Ouais, ouais, pour non, ça. mais sur le Mac, tu dois les avoir aussi en principe, hein. Si tu les as pas activés, non. Mais il me semble pas. Je sais pas. On va voir. Mais Ouais, ouais, sur l'iPad, c'est le côté schizophrène du partage d'écran. ouais, c'est ça. Ça arrive à tout le monde. Donc, voilà. Allez, on va reprendre le Wikipédia. Mhm. Tour Voilà, Tour Eiffel. Eiffel. Voilà. Allez, voyons ce que ça donne. Alors, je reprends mon histoire. Voilà, là, Mhm. on va la voir. Voilà. Merci. Donc, on peut déjà agrandir la surface de projection du lecteur, Mhm. mais aussi, quand on reclique sur le A, écouter la page. Mhm. Tour Eiffel, C'est un peu long. 31 mars 1889. Pour les articles homonymes, voir Tour Eiffel, homonymie. La Tour Eiffel, Tuffle. Écoutez, est une tour de fer pudelée de 330 mètres cubes de hauteur, Alors, avec je vais antenne. l'arrêter, mais peut-être Mhm. vous montrer que pendant l'écoute, vous apercevez les différentes options, c'est-à-dire qu'à la fois revenir en arrière, mettre sur pause, accélérer, avancer un petit peu, augmenter le débit vocal, comme tout à l'heure. Mhm. On peut aller un peu plus vite. Ou les autres commandes du menu, revenir sur les autres commandes du menu. Mais d'abord, les affichages qu'on va avoir directement ici. Voilà, ah non, c'est pas ici, pardon, je dis des bêtises. Afficher le lecteur, commande d'écoute. Oh, bah alors je retrouve plus mes histoires. Tuc, 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 tuc. Tu cherches quoi exactement? C'est Le fond d'écran. l'affichage mobile? Ah, Ouais, c'est dans les réglages du lecteur. voilà. Non, non, c'est ici, tu l'as ici. Non, attends, Mhm. afficher le lecteur. Voilà, c'est ça. Voilà. Pardon. Et donc ça me permet, moi j'avais paramétré du coup, voilà, c'est ça, afficher le lecteur ici. Mhm. Hop. Et tu Et règles, voilà. Mhm. voilà. C'est parce que dans les nouveautés, il y a l'histoire de l'écoute et le lecteur. Alors, le lecteur, c'est cette partie-là que je peux paramétrer. Donc, vous voyez que naturellement, moi, j'avais choisi de mettre plutôt du beige parce que je trouvais que c'était moins agressif du point de vue visuel. Certains élèves seraient plus à l'aise sur la partie noire et lecture sur voilà, ce grisé pour pas que ce soit trop vif. On peut choisir la police. Alors, à la distinction près que certaines polices seulement sont disponibles. Donc, vous allez effectivement adapter la police en fonction de celle qui sera la plus lisible, disons, pour l'élève concerné, sachant qu'effectivement, les polices avec sérif sont généralement peu utilisées pour ce qui est de l'accessibilité. Mhm. Voilà, donc ça, c'est la nouveauté, ça va être l'écoute, en fait, sur le lecteur Safari. Mhm. Alors, tchouk, tchouk, tchouk.
Voilà pour cette partie-là. Et alors, je voulais vous montrer deux petites choses. Peut-être j'ai encore un petit peu de temps. Oui, un petit quart d'heure. Il nous reste un quart d'heure, ouais, c'est bien. Voilà. Alors, peut-être pas, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais vous montrer peut-être dans la partie accessibilité qui peut le plus, peut le minimum, c'est à la fois les histoires de partage. Ce qui est intéressant dans le monde, disons, OS de Mac OS, je le répète, iOS et iPadOS, c'est l'interopérabilité, l'interdépendance finalement de tous les appareils et de manière très très fluide. Comment partager des documents à un élève qui a un document ou même quelque chose en direct, une possibilité sur son appareil photo, il veut filmer quelque chose, il veut le partager, eh ben, il peut le montrer directement à travers ces différentes possibilités. Et le premier dont je parle ici, c'est le partage de proximité dit AirDrop sur iPadOS, sur macOS, etc. Et ce AirDrop, c'est un système de partage en direct qui permet, alors là, on peut le montrer ici, quand je clique sur tout en haut, voilà, alors je vais le montrer peut-être sur l'iPad. Voilà. Vous avez tout en haut le petit carré avec la flèche. Je vais envoyer cet article Wikipédia. Et ben, le AirDrop, c'est celui-là. Alors là, vous allez voir apparaître mon téléphone. Et vous voyez que là, je vais pouvoir même... Tiens, je vais l'envoyer sur le MacBook. Voilà. Je le reçois l'envoyer à Lucille. Et je peux même l'envoyer à Lucille qui est dans sa chambre à côté. Ouais. Voilà, donc ça, c'est un partage immédiat. Sachez aussi, alors évidemment, là, c'est un article en ligne, mais sachez aussi que ce partage AirDrop fonctionne hors ligne. Donc, on peut, alors évidemment, ce contenu-là, c'est un mauvais exemple parce que pour le coup, ce contenu-là, il est en ligne, mais une photo, une vidéo que j'ai sur mon appareil ou un document Word ou un document Pages ou une note, etc., que j'ai sur mon appareil, je peux la partager en direct très facilement. Sachez aussi que les contenus lourds sont extrêmement faciles à partager. Et très rapide à faire. C'est-à-dire qu'il vaudra mieux, si vous voulez partager 18 vidéos avec vos élèves ou l'inverse, un élève veut partager ça sur l'écran du prof qui lui-même est connecté au vidéoprojecteur, il pourra envoyer ces 14 vidéos en même pas une minute. Hein. Alors que si on le fait en upload classique sur un serveur, ça va être beaucoup plus long. Ouais, bah oui, on est en Bluetooth à proximité, donc le débit est bien supérieur, ouais, effectivement. Oui, et c'est même pas juste, c'est un protocole qui utilise le Bluetooth. C'est hybride, ouais. Ouais, c'est un protocole, mais ça utilise le Bluetooth. Hein, c'est-à-dire que théoriquement, on ne peut pas le faire fonctionner si on n'a pas activé le Bluetooth. Ça utilise le Bluetooth, mais c'est un protocole qui est encore plus performant que le Bluetooth et qui est très, très, très rapide. Voilà. Le Bluetooth lui-même, il peut y avoir des problématiques de connexion de temps en temps qu'on n'a jamais avec l'AirDrop. Voilà. Quasiment jamais. Je dis quasiment parce que ça m'est arrivé d'en avoir. Et généralement, c'était dans des endroits qui étaient extrêmement exposés en signaux numériques. Pardon. Beaucoup d'appareils, beaucoup de téléphones. Et j'avais le sentiment qu'il pouvait y avoir ce type de problématique. Vous pouvez partager des documents également. Bah, naturellement, en utilisant un Drive ou un Cloud, hein, je vais pas vous l'apprendre, mais ça, de penser aussi à préinstaller ce genre de disponibilité, de disposition sur vos appareils, c'est intéressant aussi parce que ça permet de pouvoir utiliser des partages ou des stockages de données qui pourront être ensuite montrés soit en temps réel, hein, soit pendant un atelier qui pourront être montrés à l'issue de cet atelier pour une restitution que l'enseignant voudrait montrer aux différents élèves. Je vais peut-être attirer votre attention aussi sur un outil auquel je pense là maintenant tout de suite, qui est un outil de la digitale qui vient d'arriver et qui est très intéressant et qui s'appelle DigiShare. DigiShare, le voici. Il est où? Je n'ai pas mis les lettres. Le voici. C'est en bas, ouais. Voilà. Alors, ce truc-là, c'est juste incroyable. Alors, c'est complémentaire de AirDrop. Pourquoi? Alors, si vous avez que des iPads, que du Mac, privilégiez AirDrop parce que ça fonctionne impeccable. Mais si vous avez autre chose dans la salle, du type un ordinateur Windows ou une tablette Android ou un téléphone Android, parce que tous les élèves n'ont pas nécessairement des Apple, vous avez juste à déclencher DigiShare sur chacun des appareils. Pas d'installation, pas de
pas de login, pas je cherche le mot, pas d'inscription, voilà, je cherchais le mot. Vous déclenchez juste DigiShare à travers comme je viens de le faire là, la digital.dev/DigiShare sur chacun des appareils et ensuite on va le voir. Alors vous allez voir que là, moi je suis sur mon iPad, je vais déclencher la digital sur mon iPad. Ce que vous voyez là, c'est mon Mac, pardon. Je vais déclencher DigiShare sur mon iPad. Et vous voyez apparaître maintenant ce truc-là. Je vais cliquer de mon côté, je vais cliquer sur cette petite image-là pour envoyer une photo. Je clique sur Photothèque et vous allez voir que là maintenant, je vais envoyer une photo. Alors en l'occurrence, une vidéo. J'ajoute. Alors j'aurais peut-être dû montrer ce que ça serait donné en temps réel. Je vais le refaire à recommencer pour montrer la partie iPad. Ouais. Vous voyez que je clique dessus. Soit je prends une photo directement, soit je vais chercher par exemple une photo. Ça peut être aussi différents documents. Il y avait les fichiers. Et voilà. Et cette vidéo, elle est enregistrée ensuite dans les enregistrements, tout simplement. Pas d'installation, pas d'initialisation, RGPD, si ce n'est que là, ça passe par le serveur de DigiShare. RGPD au sens où vous savez que tous les droits qui sont associés à ça, c'est-à-dire aucune utilisation commerciale, ni transfert de données, voilà, c'est tout. Transfert de données, pas de conservation, pas de conservation sur les serveurs. Ouais. La petite nuance, c'est que c'est un serveur qui est en Suisse, si j'ai bien compris. D'accord. Voilà. Mais c'est très très pratique effectivement lorsqu'on a plusieurs systèmes d'exploitation et pas que de l'environnement Apple. Donc c'est une bonne alternative à AirDrop. Ouais, ça c'est super. Et c'est vrai que dans le thème de l'accessibilité, bah, effectivement, ça fait partie de ce que tu dis sur le partage des documents qui doit être facilité aussi en fait. Ouais. Et l'onglet systémique aussi, le fait que tout le monde doit pouvoir utiliser tout sans distinction et sans discernement ni positif ni négatif. Voilà, pas de jugement de valeur. Ouais. Et si le gamin il arrive en vitesse, il a son téléphone et c'est un téléphone Android, bah non, t'as pas de téléphone, t'as Android, je peux rien te partager. Bah voilà. Non, c'est ça. Sachez que c'est possible. Et je l'ai testé en classe avec plein de tablettes, ça fonctionne nickel. Peut-être la petite difficulté au début, si vous avez peut-être aperçu les noms qui sont donnés aux appareils. Ils ne sont pas toujours évidents à noter. Sachez que vous avez votre pseudo à vous. Donc, il faut bien repérer les pseudos de chacun des appareils. C'est peut-être un petit peu la petite différence du truc. S'agissant de AirDrop, quand une flotte mobile est bien organisée, et ça, c'est primordial avant de commencer quelque usage que ce soit, les airdrops ou même toute forme de partage ou de gestion de flotte ou d'utilisation collaborative est facilitée. Ça veut dire que vous allez devoir bien nommer vos tablettes. Dans la partie générale information, vous allez nommer vos tablettes de manière à ce qu'elles soient clairement identifiées. Alors, pas forcément avec le nom d'un élève, ça peut être un pseudo, hein. Mais iPad rouge, classe 1, voilà, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Et si vous avez fait ça, rajoutez une petite étiquette physique sur la tablette qui dit cette tablette-là, c'est l'iPad rouge, classe 1. Comme ça, en 2 secondes, on envoie le fichier. Allez, je termine en vitesse parce que je vois qu'il reste 5 minutes. Et je voudrais montrer très rapidement 2 choses. À la fois, le partage, je le disais, je vous ai préparé, je ne sais pas si on le voit bien. Oui. Ce type d'outil. Ce que vous voyez là, c'est une clé USB qui est à la fois compatible du point de vue à droite, là, c'est de l'USB-A, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le mettre sur n'importe quel port USB. Et de l'autre côté, c'est du Lightning, c'est-à-dire le port qu'on va retrouver sur tous les ports de charge, en fait, des iPads. Je peux transférer des données sur ce type d'appareil aussi, physiquement. Alors, ce n'est pas forcément utile d'en avoir 18 dans une classe, mais quand vous êtes enseignant, ça peut vous sauver certaines situations, sauvegarder un iPad par exemple, ou récupérer une donnée sur un iPad un peu récalcitrant. Voilà, exceptionnellement, AirDrop ne fonctionne pas, en plus il n'a pas Internet, ou ben vous avez votre petite clé, et hop, vous récupérez le fichier tranquille. Ça, c'est l'objection qu'on me donne à chaque fois.
des... Ouais, Oui, mais moi, je n'ai pas les clés USB, Internet. ouais. Ouais. Bon, bah, Oui, mais revenons j'ai quand pas... même sur l'accessibilité, mais c'est vrai que parfois, il y a souvent cette objection, mais en fait, elle est facilement relevée. Oui, tu as raison, quoi. Et comme Voilà. tu disais, c'est systémique et ça fait partie du système global qui a pensé à inclure tout type d'usage de manière accessible. Ouais, tout à fait. Mm. Et peut-être pour terminer, un dernier usage, je vous montrerai, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais juste vous montrer, n'hésitez pas à utiliser les outils de l'application photo sur lesquels on peut modifier des photos, on peut annoter des photos, faire des captures d'écran aussi, ça c'est intéressant, et également modifier ces photos juste après. Enregistrer une image trouvée sur Internet, ça on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais toute cette partie sur l'appareil photo, c'est intéressant à connaître. Peut-être insister lourdement sur cette application que je voudrais vous proposer. Souvent, il est reproché aux appareils de ne pas pouvoir ajouter, aux appareils mobiles type iPad ou autre, de ne pas pouvoir ajouter des polices de caractère qui pourraient être personnalisées. Et je pense, par exemple, naturellement, souvent, on me pose souvent la question, la police Open10, que peut-être vous connaissez, qui est une police qui est très utilisée dans le cadre des usages dits dyslexiques ou des besoins, en tout cas pour les enfants dyslexiques ou d'autres dys. Cette police-là, on va pouvoir l'ajouter à travers cette application. Ça suppose l'installation d'une application tierce. Je vous montre. Cette application, elle est payante, elle est, je crois, aux alentours de 2 ou 3 euros. Sur un achat en volume, ça se fait plutôt bien. Alors, Anyfont, c'est celui-là. Je vais utiliser, vous voyez que l'interface est assez simple. Le petit plus que vous voyez en haut. Et là, il accède à toutes les banques de données que l'on peut déjà connaître. Moi, j'utilise assez souvent Dafont parce qu'il y a beaucoup de choses dessus. Il y en a plein d'autres là qui sont là. L'essentiel des sites recensant des fonts, c'est-à-dire des polices de caractère, est là-dessus. Mais vous voyez qu'en bas, ce qui est intéressant à connaître aussi, c'est que si j'ai une Dropbox, je peux stocker des polices de caractère que j'ai moi-même conçues, par exemple, ou que j'ai moi-même récupérées parce que j'ai toute une banque de données que j'ai déjà depuis un petit moment. De polices de caractère, je les mets dans un compte Dropbox. Sachez que Dropbox est gratuit. C'est un outil propriétaire, certes, pas très RGPD, voire pas du tout, avec un stockage minimal de 2 gigas. Donc, on peut quand même mettre 2-3 petites choses là-dessus. Les polices de caractère, ça ne mange pas de pain là-dessus. Donc, voilà. Si j'ai mes petites polices de caractère, je peux les partager sur un Dropbox ou simplement aller les chercher sur un site. On va prendre Open10, par exemple. Vous voyez que c'est le site habituel. Hein. Là, je l'ai ici. J'ai juste à télécharger. Alors, je l'avais déjà fait avant, mais Ouais. j'ai juste à télécharger tout simplement. Il va se retrouver. Je ferme ensuite. Il va se retrouver dans la liste que vous voyez ici. Alors, la petite contrainte, c'est qu'il va falloir que toutes les variantes, que je les installe une par une. Prenons celle-ci, par exemple, Open Dyslexic Bold. Je clique dessus. Et là, il me dit installe. Une fois que j'ai fait ça, je l'autorise. Vous voyez que ça suppose quand même des vérifications parce qu'il va installer ça au fin fond de la tablette et il veut vérifier. C'est un aspect un peu sécure en fait de la tablette. Il va vérifier que vous avez l'autorisation de le faire. Enfin, que l'application a l'autorisation de le faire. J'autorise. Et ensuite, vous voyez que là, il y a une petite lecture quand même préalable à connaître. C'est qu'il va falloir valider encore une deuxième fois. Réglage général VPN. On va aller voir ça. Dans Réglages, alors on le fait une fois, et puis après c'est fini. Hein. Général, et un petit peu plus bas, vous avez VPN et gestion de l'appareil. Ici. Et vous voyez que là, par exemple, le profil téléchargé, ça c'est un profil que j'ai installé tout à l'heure, et ça c'est un profil que je vais installer maintenant, qui pour l'instant n'est pas complètement disponible. Je clique dessus. Et là, il me demande si oui ou non. Alors, il précise, hein, c'est non signé, en tout cas non signé par Apple. Je vais pouvoir l'installer. C'est bon, je vérifie. Je tape mon code. Et je vais jusqu'à, comme d'habitude. Voilà. Vous voyez que là, il y a quand même pas mal de vérifications. Hein. Et voilà, et c'est installé. Ouais. C'est installé, on peut vérifier quand même. Ouais.
Pages. Allez, on va tester sur Pages. Alors, ces profils de configuration d'installation de police, si on est dans le cadre d'un déploiement dans un établissement, peuvent être configurés directement au déploiement, si je ne me trompe pas. Je sais, En principe, oui. oui, normalement, hein, oui, tu peux installer directement. Voilà, Mathieu le confirme. Donc, on peut directement installer le profil lorsque l'installation est gérée à l'échelle de l'établissement, pour éviter Ouais. à avoir à le faire pour chaque, par exemple, iPad d'élève ou autre chose. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même très pratique. Ah bah, sur les systèmes en classe ou pour l'école, oui, Ah oui, on les paramètre au général. c'est plus facile, en vrai. Mais Ouais, donc, oui, vas-y, oui. alors ouais, change la police, là, on va Allez, voir je que ça a teste bien la police. fonctionné. La Voilà. maison rouge. Mm. Je clique, voilà, je surligne, pardon, mon texte. Et alors là, pour aller modifier, ça va se passer ici, dans la partie Monopages. inspecteur, le petit pinceau. J'espère que ça va marcher. Ah, pourquoi ça ne marcherait pas? Elle est Ah, bah, installée. tu sais, hein, ça s'appelle l'effet démonstration. Hein. Effet Bonaldi, comme on dit. Alors, Le voilà, voilà. elle y est. Et boum, Voilà. ça fonctionne. Eh oui. Voilà. Alors sachez, sans lobbyisme aucun, que ça n'est disponible, ce type de fonctionnalité, à ajouter des polices que sur Apple, sur les macOS, sur iPadOS, pardon. iPadOS. Ouais. Et sur les autres tablettes de l'autre marque, qui fonctionnent très bien par ailleurs aussi, dans les tablettes, à l'intérieur des tablettes, on ne peut pas ajouter, pour l'instant en tout cas, de police personnalisée. Dans les applications, certainement, mais pas dans la tablette elle-même. Mm. Ouais, ça, c'est Voilà. bon à savoir. Eh oui, bah, ça montre bien ouais, tous les aspects justement, comme tu disais, le côté systémique de s'adapter à chacun, en fait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Je crois qu'on a fait le tour de ce que tu voulais nous montrer, Écoute, Stéphane. j'ai terminé Super. pour cette partie-là. Peut-être juste une minute pour vous montrer ça, c'est que je viens de Ah me oui, rendre oui. compte que j'en avais pas trop parlé. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est partager ma tablette sur mon Mac. Sur mon autre écran, vous pouvez le faire aussi, hein, partager un iPad sur un vidéoprojecteur, par exemple, pour montrer ce qui s'y passe. Alors, ce qui est intéressant dans une classe, c'est d'avoir un iPad connecté sur le vidéoprojecteur. Ça fonctionne de plusieurs manières différentes. Vous avez d'abord voilà. Hop là, je vais peut-être le montrer. Voilà, je ne l'ai pas montré. Bah, c'est pas grave. Vous avez les possibilités d'abord d'Apple TV. Dans l'environnement Apple, c'est intéressant d'acheter un petit boîtier Ah oui. qui s'appelle l'Apple TV, qu'on va brancher sur le vidéoprojecteur. Et ensuite, bah, ça va fonctionner ce qu'on appelle en AirDrop aussi. Hein, et donc, ça va être l'Apple TV en AirPlay, pardon, pas en AirDrop. Play, ouais. Et on va diffuser son écran via l'Apple TV sur le vidéoprojecteur. Autre solution, dans le cas qui m'occupe, là, ici, je n'ai pas d'Apple TV sur cet appareil. J'ai acheté une petite application que j'ai payé 1,80 €, quelque chose comme ça, qui s'appelle AirServer et qui fonctionne comme une Apple TV. C'est-à-dire que mon MacBook sur le réseau qu'on voit ici est identifié comme étant une Apple TV. Donc, c'est une sorte d'émulation de l'Apple TV. Donc, je vais pouvoir diffuser mon écran sur cet écran comme ça. Ça, c'est intéressant, c'est même primordial à utiliser en classe. Alors, évidemment, on peut aussi l'utiliser de manière câblée. C'est juste un peu plus contraignant quand on a une tablette. Voilà. AirDrop, une autre application qui est très intéressante, c'est Let's View. Et Let's View fonctionne sur toute plateforme, que ce soit Android ou que ce soit iOS ou Windows. En fait, ça fonctionne des deux côtés. La seule contrainte, c'est que Let's View soit installé sur l'ordinateur qui reçoit le signal vidéo, parce que c'est toujours un ordinateur qui reçoit un signal vidéo, et l'ordinateur qui émet le signal vidéo. Et ce qui est intéressant aussi dans Let's View, qu'on ne va pas retrouver chez AirServer, AirServer est un peu plus performant du point de vue de la qualité de l'image, mais Let's View peut fonctionner dans les deux sens. C'est-à-dire que vous allez pouvoir diffuser l'interface de l'ordinateur sur la tablette et l'interface de la tablette sur l'ordinateur. Ouais. Alors, je connais pas Let's View, mais c'est vrai que l'un des avantages d'AirServer, enfin moi que j'ai trouvé,
C'est le fait que le fait que l'on puisse afficher plusieurs appareils aussi sur l'écran. Et ça, Oui, c'est génial. Pour oui, comparer oui. des travaux d'élèves en classe, par exemple, c'est vraiment chouette ça. Donc, pour moi, c'est un des petits trucs que j'aime bien dans Air Server. Ah bah absolument. Euh, Et puis ouais, c'est- je l'ai utilisé par exemple pour faire des formations ou alors avec plusieurs tablettes, montrer qu'on peut envoyer utiliser en classe par exemple. Mm, Montrer mm, comment ça fonctionne, bah, c'est intéressant d'avoir l'ordinateur maître visible, enfin la ouais. tablette maître visible et la tablette élève visible aussi en même temps sur le même Mm. écran. Ouais, Et, pour euh, comparer, c'est bien ça. et Mm. qualitativement, c'est très très bien. Ouais. Mm. Bah, super, merci Stéphane. Bah, je pense que tu nous as fait un bon aperçu là, des fonctionnalités d'accessibilité. Je ne sais pas si vous avez pu tester en temps réel sur votre appareil aussi, si vous en aviez un à disposition. N'hésitez pas à aller explorer davantage. Lisez aussi, il y a toute une documentation sur le site officiel d'Apple qui est vraiment, vraiment très, très complète sur les options d'accessibilité. Donc, si parfois vous avez des questions particulières, il n'y a pas à dire, hein. En ayant testé, même moi-même, beaucoup de plateformes, d'outils, de matériel. Attention, j'ai un petit écho. Je sais pas si. Ouais, Ah pardon, c'est le son, ça doit être le ouais, son. je pense qu'il doit y avoir le son de. Je Ouais. voulais montrer accessibilité vite fait en même Oui, temps. très bien. Ouais, ouais, vas-y, hein, ouais, montre-le pendant que je dis aussi. Mais ouais, enfin, en ayant testé différents matériels, différentes marques, etc., c'est vrai que c'est vrai que l'iPad réunit et tout l'écosystème effectivement Apple est certainement l'écosystème qui s'attache le plus à tout ce qui est accessibilité et qui a vraiment fabriqué le matériel en fonction des besoins. Et je trouve que c'est une vraie différence qui n'est pas du tout Oui, négligeable. Merci beaucoup Stéphane. On a quasiment tenu les délais. On est pas mal, on est bien. bah, je Euh, trouve qu'on est pas mal. Alors on est pas notez que mal. c'est Ouais. l'adresse que vous voyez sur l'écran, hein. Vous cherchez même simplement, hein, sur votre moteur de recherche préféré, Oui. Mm. apple.com accessibilité ou accessibility, hein, en fonction de ça. Et vous avez tout ce qu'il faut retrouver ici, les menus dont je vous ai parlé, Mm. vision, audition, parole, etc. Et vous aurez tout ce que j'ai pu développer en plus, plus, plus. Mm. Ouais, vous avez des idées intéressantes et puis des tutoriels vraiment pas à pas pour activer, désactiver, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment une mine d'informations. Merci. Voilà. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, oui, pardon. Oui, tu voulais rajouter Non, quelque non, non, chose? c'est Non, juste c'est que j'ai bon? montré D'accord. aussi, peut-être intéressez-vous aussi à education.apple.com, qu'on aperçoit ici, voilà, qui est un outil vous aurez par exemple le Learning Center, et là vous pourrez tester tout plein de choses intéressantes, des petits ateliers pour décliner un peu au format atelier test, bah, voilà, votre environnement Apple. C'est parfait. En fait, c'est parfait. C'est la transition est toute trouvée. J'allais en parler aussi de la communauté éducative Apple, donc c'est super. Donc, ouais, effectivement, c'est un bon centre de ressources pour s'auto-former, évoluer et en apprendre un petit peu plus. Donc, n'hésitez pas à aller passer vos petits badges. Un grand merci, Stéphane. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Je crois pas qu'il y ait de questions, apparemment. Donc, il y a eu des petites questions pendant, mais on y a répondu. Donc, Ok. c'est super. Bah, c'était un plaisir de vous retrouver et on se retrouvera bientôt pour justement, on en a parlé un tout petit peu pendant le webinaire, mais c'est vrai que il y a eu des annonces concernant notamment le collège et les groupes de besoins. Je ne vais pas dire le mot qu'il ne faut pas dire, c'est comme À Voldemort. l'autre, Voilà. pourquoi pas. Donc les groupes de besoins. Et justement, le prochain webinaire éducation que l'on fera parlera de différenciation. Comment est-ce qu'on peut arriver à différencier avec l'outil numérique? Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à rester informés. Vous pourrez de toute façon revoir ce webinaire et le transmettre à vos proches, hein, comme toujours.
On va le diffuser sur notre chaîne YouTube BIMP Éducation. Comme ça, vous pourrez revoir, réessayer encore et voir aussi la liste de tous nos autres webinaires. On a traité tout un tas de sujets. Stéphane était déjà venu d'ailleurs nous parler des nouveautés d'iOS 17. Et donc, ouais, ah, je suis dans le supérieur. Ah oui, oui, ça va alors, ouais, ouais, effectivement. Donc, bravo. Donc, je rappelle que pour nous resituer, donc n'hésitez pas si vous avez un projet aussi de déploiement numérique dans votre établissement, n'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour vous accompagner. C'est vraiment notre cœur de métier de parler justement de pédagogie, de parler de projet. On est là pour vous, justement, pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Et j'ai bien aimé d'ailleurs, Stéphane, ce que tu as dit à un certain moment. En fait, tu as donné des petits conseils sans le savoir sur des projets de déploiement. Tu as donné des petits conseils sur, par exemple, le fait que quand on a une flotte d'iPad avec, voilà, en classe ou tout ça, c'était important de bien nommer son iPad. Bah ouais, c'est des petits détails comme ça, auxquels il est important de penser avant de se lancer dans un projet. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. Voilà. Je vous remercie. Un grand merci de votre présence, de votre participation. Merci à toi encore, Stéphane. Merci Et on se Cédric, merci dit à tous et retrouvez-nous aussi sur les réseaux, LinkedIn, X pour ne pas le nommer. Voilà, vous cherchez Cédric Bonine, Stéphane Delzang, BIMP Éducation et vous nous trouverez. Exactement. Voilà, vous allez nous trouver. On est dans le coin, toujours. Ouais, c'est ça, Voilà. exactement. Merci à tous. Merci pour Merci, vos à petits bientôt. messages aussi. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.